décision de pouvoir prendre pour le pouvoir à Kinshasa. Ils n'avaient pas suffisamment de bases sur place. S'ils ont eu cette base, c'est tout simplement à cause du comportement de nos militaires. La population n'était pas tellement acquise à leur objectif. Et il n'y avait rien à s'inquiéter parce que ces rebelles katangais n'étaient pas là pour l'exploitation des minéraux. Ils n'avaient pas d'autres objectifs que de chasser Mobutu du pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, c'est toute une autre histoire. Cette histoire vient de ce que notre pays est convoité par beaucoup de pays, pas seulement des pays voisins, même des pays étrangers. Et ce sont ces pays étrangers qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Et il y a là, commençons un peu par le commencement, avec l'AFDEL. Il y avait dans les rangs de l'AFDEL des étrangers. Non, il y avait des Rwandais, des Ougandais. Il y avait des Rwandais, il y avait des Ougandais, et même je crois qu'il y a eu aussi des Angolais. Les Angolais sont intervenus après? Après. Après, oui. Et dans cette aventure, l'AFDEL a recruté des Kadogo, qui étaient pour la plupart des Banyamulenge, et aussi des véritables Rwandais qui venaient du Rwanda, pour des objectifs visés par le Rwanda. Après la prise de pouvoir à Kinshasa, il y a eu toutes ces rébellions, ces mouvements politico-militaires qui se sont levés à l'Est. Il y a d'abord le Kondabatoire, le CNDP. Le CNDP, il y a... Oui, d'abord le RCD, CNDP. Le RCD, c'est après. Le RCD, c'est avant le CNDP. Il y a RCD, d'abord AFDEL, RCD, CNDP. CNDP et puis Bosco Tanganda. M23. Et puis le M23. Et dans tous ces mouvements politico-militaires, la plupart des gens, des militaires, c'était des Rwandais. Et n'étant pas arrivés au pouvoir à Kinshasa, ils sont allés à Sam City, à cette conférence sur le Congo, où l'on a décidé de résorber tous ces militaires, de les accepter, mais sans que ces militaires puissent être mutés en dehors du Kivu. Et c'est la situation que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Alors ce qui fait qu'en plus de minerais, nous avons des éléments du Rwanda qui sont sur place, qui travaillent pour l'intérêt du Rwanda, et non seulement pour le Rwanda, qui travaillent aussi pour l'intérêt des Occidentaux. Comment expliquer qu'il y a des usines de raffinage d'or ou de coltan au Rwanda alors que le Rwanda n'en est pas producteur? Et il y a ces Occidentaux qui financent et les troupes qui sont sur place, et ils financent la population qui est désœuvrée, qui n'a pas de travail. Et vous vous souvenez, du temps de Mobutu, on a tué les gens au Kasaï, à Katekelai. C'est à partir de ce moment-là qu'on a essayé de libéraliser l'exploitation des minéraux. Le fait étant déjà accompli, les gens sont en train d'exploiter ces minéraux. Mais où est-ce qu'ils vendent ces minéraux? C'est avec l'argent qui vient de l'extérieur, qui finance cette exploitation. Mon colonel, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. On a décrété, donc on a donné à peu près 30 jours, c'est renouvelable si la situation n'est pas stable. Mais qu'est-ce qu'on va faire après la fin de l'état de siège? Parce qu'il faut penser à cela déjà. Oui. Parce que ça ne sera pas éternel, ça va s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va faire après l'état de siège? C'est vrai, après l'état de siège, il y a les autorités civiles vont reprendre leurs fonctions, oui. Mais l'armée devra rester sur place pour sécuriser la population et sécuriser les institutions. Et l'État doit s'atteler à pouvoir donner du travail et continuer à pacifier le pays. Mais les militaires qui sont là, ils ne devront pas rester là éternellement.
Parce que qu'est-ce que nous avons vu? On a vidé presque l'ouest du pays, on a amené tous les militaires à l'est. Et sera-t-il toujours de cette façon, lorsqu'il y a un conflit qui éclate quelque part, qu'on prenne des militaires, tous les militaires, qu'on les envoie là-bas? Et s'il y a un autre conflit qui... Donc vous voulez dire qu'il faut une nouvelle politique de défense? Oui, pour cela il faut une nouvelle politique de défense. Et pour cette politique de défense, il faudra décréter d'abord les états-majors de l'armée. Connaître la structure actuelle de l'armée. Et prévoir la modernisation de l'armée en commençant par l'organisation interne de cantonnement. Quand vous dites qui va faire, c'est la question. Qui va le faire? C'est le président? Comment? C'est le président de la République qui est le commandant suprême des forces armées, que s'il est conscient de ce qui se passe aujourd'hui, il peut prendre cette décision. Et à ces états généraux de l'armée, pour moi, prendront part même les politiciens, même des professeurs d'université, tous les gens qui sont animés de bonne foi, de bonne volonté pour voir notre armée se développer, se moderniser. Et les anciens militaires qui ont participé à des guerres, qui ont travaillé avec Mobutu, bien qu'ils ne soient plus nombreux sur la terre, mais aussi les militaires en service pour dégager une politique de défense qui sera une balise de l'armée de demain. Pour que chaque gouvernement qui viendra puisse travailler dans cet axe-là pour amener l'armée à une grande modernisation, à une capacité de défendre le pays. Donc là, il faut une armée dissuasive. Oui, une armée dissuasive, oui, cela dépendra de notre politique de défense. Sommes-nous en quête d'expansion de notre territoire? Sommes-nous tout simplement contents de l'étendue de notre pays? Et alors, si c'est le dernier cas, il faudra maintenant travailler de manière à doter cette armée des moyens dissuasifs pour que nous soyons respectés de nos frontières, que nous soyons respectés de nos voisins et même de l'étranger. Et alors, ce sera par étapes. On se fixe de programme quinquennal. De telle année à telle année, nous devons atteindre tel objectif. Et pour que l'armée soit réellement rentable, il faut choisir l'armée de métier ou l'armée de milice. L'armée de métier posera beaucoup trop de problèmes, comme elle l'est aujourd'hui. Vous voyez, l'armée de métier entraîne beaucoup de femmes et d'enfants. Est-ce que l'État est-il en mesure de pouvoir subvenir aux besoins sociaux de cette armée, des femmes et des enfants, des soins médicaux, des études des enfants? Et tandis qu'avec l'armée de milices, il faudra prendre des hommes pendant quelques années, 2 ans, c'est le maximum. Mais là, il y aura encore beaucoup de problèmes qu'il faudra résoudre. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il faut des états généraux de l'armée, parce qu'il faut voir quelles seront les infrastructures d'accueil. Et ces infrastructures doivent tenir compte de la population de notre pays. Plus de 80 millions d'habitants. Combien d'enfants sortent aujourd'hui des humanités? Combien atteignent 16 ans et n'arrivent pas à la fin des humanités? Combien sortent des humanités, vont à l'université et ne terminent pas? Et combien terminent l'université? Et toutes ces personnes, ils doivent faire leur service militaire obligatoire. Et toutes ces personnes doivent être formées dans les différents... Vous voulez dire qu'il faut qu'on institue du moins un service militaire obligatoire pour tous les jeunes Congolais? C'est une bonne chose, ce n'est pas à moi de décider, mais je fais la comparaison entre l'armée de métier et l'armée de milice. Parce que dans l'armée
des milices, il y aura quelques militaires de métier. Non, prenons par exemple comment l'armée américaine fonctionne. C'est la plus grande armée du monde, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a des milices? Est-ce qu'il y a l'armée de métier? L'armée américaine, il y a des milices qui font leur service militaire obligatoire. Ouais. Et il y a des gens qui s'engagent comme militaires, signent des contrats comme n'importe qui va signer un contrat avec une société. Oui. Et donc il est militaire de métier. Et celui-là, aujourd'hui ou demain, on peut l'envoyer n'importe où. Il est conséquemment payé pour faire face à tous ces besoins. Ok, merci beaucoup mon colonel. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Nous espérons qu'on vous a bien suivi. C'est la première émission. On parle avec un spécialiste en matière pour tirer les leçons du passé. Aussi voir un peu ce qui va se passer dans l'avenir, parce que après l'état de siège, il faudrait penser une nouvelle armée, parce que sans armée, il n'y a pas un État puissant, et surtout que nous avons beaucoup de richesses. Mao disait, si vous ne savez pas protéger vos richesses, on viendra les prendre gratuitement. Nous espérons qu'on va soutenir notre armée. Et nous espérons que nous allons gagner et la paix va s'installer à l'est du pays. Le Congo va retrouver sa puissance et l'Afrique va en profiter. Une fois de plus, merci et bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mon colonel. C'est moi qui vous remercie, monsieur le directeur.